Bienvenue sur Savoir-faire digital. Continuons notre étude de l'analyse des données avec cette playlist qui présente les principaux thèmes et idées importantes concernant la régression linéaire simple à l'aide du langage de programmation R et de l'environnement de développement RStudio. Les vidéos couvrent des sujets allant de l'initiation à RStudio à la construction et l'interprétation de modèles de régression linéaire simple jusqu'au diagnostic des hypothèses du modèle et à l'identification des valeurs aberrantes. La régression linéaire simple est une technique statistique utilisée pour modéliser la relation entre une variable dépendante Y et une variable indépendante X. Son application repose sur plusieurs hypothèses cruciales qui affectent la validité des résultats. Bien que le coefficient de détermination R2 indique la proportion de variance expliquée par le modèle, il ne constitue pas à lui seul une mesure fiable de la qualité d'un modèle. Un coefficient de détermination élevé ne garantit pas que le modèle est approprié. Donc, il est essentiel de tester la justesse de la forme fonctionnelle de la linéarité entre X et Y. Une violation de cette hypothèse peut entraîner des conclusions erronées et compromettre la pertinence de nos inférences statistiques. Si l'hypothèse de linéarité n'est pas respectée, l'interprétation des coefficients, les prédictions et même la validité des tests statistiques peuvent être sérieusement biaisées. Cela souligne l'importance d'une analyse diagnostique rigoureuse avant toute utilisation du modèle. Passons maintenant à la démonstration. Dans les vidéos précédentes, nous avons examiné les différentes hypothèses. La démonstration d'aujourd'hui se concentre essentiellement sur la première hypothèse, à savoir celle de la linéarité. Pour cette démonstration, nous allons nous focaliser sur l'analyse seulement, car vous devriez maintenant savoir lire et tester vos données. Donc, si je clique sur Analyse, donc voilà, je suis dans la partie Analyse et cette partie aura bien sûr le calcul des coefficients de corrélation et de détermination. Après, nous allons tester la linéarité et après, nous allons aussi examiner le résumé de notre modèle. Le coefficient de corrélation est de 0,964, indiquant une forte corrélation linéaire entre X et Y. Le coefficient de détermination est de 0,928, ce qui signifie que le modèle explique à peu près 93% de la variance. Ainsi, une question légitime est: ce coefficient élevé suffit-il à lui seul pour garantir l'adéquation du modèle? Avant de répondre à la question posée, voyons tout d'abord le code qui nous permet d'obtenir ces résultats. Donc, dans mon rapport, quand je clique sur le bouton code, là, j'ai cette première ligne-là, ici. J'utilise la fonction COR ou bien COR qui me permet de calculer un coefficient de corrélation et je mets le résultat dans une variable que j'appelle core.coef1 pour dire qu'en fait c'est le coefficient 1 et ça c'est pour l'exemple 1 que nous traitons qui teste en fait la linéarité de notre jeu de données ou bien si vous voulez tester la linéarité entre les variables x et y. Donc, vous voyez ici que j'ai un data frame que j'appelle def1. Bon, il suffit de mettre en fait les variables ici. Je vais prendre la variable x et là, je vais prendre la variable y. Et je calcule en fait le coefficient de corrélation. Après, ici, je vais construire en fait mon modèle. Bon, ça, je ne vais pas commenter parce qu'on sait comment construire maintenant un modèle de régression linéaire simple dans R. Et puis, bon, là, je vais garder en fait le résumé de mon modèle que je mets dans une variable que j'appelle m1.summary pour dire model 1 summary ou bien le résumé du modèle 1. Et nous savons aussi comment faire cela. Il suffit d'utiliser en fait
la fonction summary, n'est-ce pas? Et vous lui passez le modèle que vous avez déjà construit. Maintenant, pour notre coefficient de détermination, puisque nous avons ici le résumé de notre modèle, pour avoir notre coefficient de détermination, c'est très simple. Il faut juste aller chercher la variable A square ou bien R2. OK? Maintenant, quelqu'un peut me dire, bon, puisque nous savons que normalement, que le coefficient de corrélation au carré, c'est égal au coefficient de détermination, on pouvait tout simplement élever au carré le coefficient de corrélation. Évidemment, bien sûr, vous pouvez faire cela, mais prendre cette approche-là aussi vous permet de tester est-ce qu'il y a des erreurs dans vos calculs ou pas, puisque maintenant vous avez utilisé de manière différente dans votre cours de calculer les deux variables, vous pouvez tester est-ce que le coefficient de détermination est égal au carré de votre coefficient de corrélation. Et après, une fois que nous avons ça, bon, vous pouvez en fait traduire votre coefficient de détermination en pourcentage. Et pour cela, bien sûr, vous pouvez faire des calculs manuels. Mais si vous vous entraînez à faire des calculs manuels, vous introduisez en fait des potentialités de faire des erreurs dans vos codes. Donc, puisqu'il y a des fonctions qui nous permettent directement de calculer les pourcentages, je pense que c'est mieux de les utiliser. Non seulement vous allez plus vite, mais aussi vous évitez en fait des pièges. Voilà. Donc, pour traduire en fait une valeur flottante en pourcentage, vous pouvez utiliser la fonction R qui s'appelle label %. Cette fonction se trouve dans la bibliothèque scales. Donc voilà. Donc là, je lui passe en fait mon coefficient de détermination coef.det1 ou bien determination1. Et puis là, je trouve le coefficient de détermination en pourcentage. Donc voilà pour le code. Il nous permet bien sûr d'avoir en fait les résultats que vous voyez ici. Donc nous avons un coefficient de corrélation qui est égal à 0.964. Donc bon, on l'a déjà dit, ce qui suggère une forte relation linéaire entre x et y. Après nous avons le coefficient de détermination qui est de 0.928. Maintenant c'est à vous de tester ou bien vérifier est-ce que quand j'élève au carré cette valeur-là, 0.964, est-ce que ça va faire à peu près 0.928. Et voilà, bon, là, vous voyez très bien que nous avons fait un arrondi, ça se voit. Donc, 0.928, quand vous arrondissez, vous allez vous retrouver avec à peu près 93% en fait de la variance dans Y qui est expliquée par la régression linéaire qui utilise en fait la variable prédictive X. Donc, je pense que nous avons fini maintenant avec le code, donc on peut le cacher et passer maintenant aux questions. Donc, attaquons maintenant la question pour y répondre. Donc voilà, donc ici, nous voyons qu'en fait, R2 seul n'est pas une mesure suffisante de goodness of fit, ok? Puisque la notion de goodness of fit, c'est la notion qui nous permet de dire dans quelle mesure les données observées respectent les hypothèses du modèle. Ok? Donc, en général, nous testons en fait les 4 grandes hypothèses: la linéarité, la constance en fait des résidus, l'indépendance en fait, ou bien la non-corrélation des résidus si on a une étude observationnelle. D'ailleurs, c'est la majorité des cas. Et puis, enfin, quatrièmement, on teste la normalité en fait des résidus. Aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur le concept de linéarité que vous voyez ici en rouge, et nous allons donner d'autres exemples dans les vidéos à venir pour voir comment on teste en fait les autres hypothèses comme la constance de la variance des résidus, l'indépendance ou bien la non-corrélation des résidus, ainsi que la question de la normalité des résidus. Pour tester l'hypothèse de linéarité, nous avons ici 2 graphiques. Donc, à gauche, nous avons le graphique A qui représente notre nuage de points et la droite de régression en bleu. Et à droite, nous avons le graphique B qui représente les résidus sur l'axe vertical
et les valeurs ajustées ou fitted value sur l'horizontale. Si on prête attention au graphique A, donc le nuage de points avec la droite de régression, on voit que la relation entre x et y n'est pas linéaire malgré un coefficient de corrélation élevé. Ainsi, la forme fonctionnelle n'est pas du tout correcte. Quand je parle ici de forme fonctionnelle, je parle de l'approximation en fait linéaire du nuage de points. Encore une fois, on voit que R2 n'est pas en fait une mesure de goodness of fit ou bien qualité d'ajustement. Donc, on voit que le modèle sous-estime ou bien surestime systématiquement la variable réponse selon les plages de la variable prédictive. Pour les valeurs faibles et élevées de x, nous avons une sous-estimation, je pense que vous le voyez, et pour les valeurs du milieu, nous avons une surestimation. Donc, plus clairement, si par exemple on regarde les extrémités, par exemple ici et ici, donc au début et à la fin, on voit qu'en fait, chaque fois, il y a ce qu'on appelle un phénomène de sous-estimation parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en fait, tous les points qui sont là sont au-dessus, en fait, de la droite de régression. Et on retrouve ce même phénomène ici, à l'extrémité, en fait, des x. On voit qu'en fait, les nuages de points sont complètement au-dessus de la droite de régression. Donc, il y a ici une sous-estimation. Donc, sous-estimation parce qu'en fait, les valeurs prédites sont toujours en dessous des valeurs réelles. Alors que si on regarde ici, au milieu, c'est le contraire qui se passe. Et ceci est dû au fait que nous avons ici une courbure en fait du nuage de points. Donc vous voyez qu'en fait, la droite essaie de faire de son mieux pour s'accommoder à ce nuage de points-là et il nous donne un coefficient de corrélation qui est égal à 0,928, qui est vraiment élevé. Mais pour autant, nous avons ici l'hypothèse de linéarité qui n'est pas respectée. Donc ici, j'ai en fait le graphique des résidus qui nous montre le phénomène de façon beaucoup plus exagérée. Comme vous voyez ici, tous les résidus sont en dessous de la ligne 0. Donc la ligne 0 ici, c'est quand le point réel ou bien la donnée est exactement en fait sur la ligne. Donc quand vous voyez un résidu qui est en bas, cela veut dire qu'en fait, on a une surestimation. Alright? Par contre ici, nous avons le point qui est au-dessus en fait de l'estimation. Donc on a un phénomène de sous-estimation. Avant de conclure, jetons un coup d'œil sur le résumé de notre modèle et les conséquences de ce défaut de linéarité sur notre modèle. Si l'hypothèse de linéarité est violée, les coefficients estimés et les intervalles de confiance peuvent être peu fiables. Donc, les inférences statistiques sont probablement invalides. Aussi, la précision prédictive du modèle sera compromise, car il prédira systématiquement des valeurs erronées. Pour remédier à ce défaut de linéarité, on peut considérer une transformation de la variable pour linéariser la relation. Plus d'explications à venir sur ce point dans une vidéo prochaine. Donc ici, nous avons en fait le résumé de notre modèle. Nous savons comment avoir ces informations-là. Quand même, je vais montrer le code. Il suffit tout simplement en fait de mettre m1.summary. N'oubliez pas, on avait déjà mis le résumé du modèle dans cette variable-là. Donc c'est très simple, n'est-ce pas? Donc vous voyez ici, nous avons l'intercept qui est égal à moins 17 à peu près, et puis la pente qui est égale à 10. Encore une fois, on le voit ici. Donc notre coefficient de détermination qui est égal à peu près 0,93. Donc on voit ici en fait que l'intercept c'est moins 17. Mais ceci est peu probable, n'est-ce pas? Parce que si nous regardons par exemple ici ce graphique-là,
Bon, ici c'est l'axe vertical, donc ici c'est en fait notre droite de régression, bon, qui nous donne à peu près, quand x égale à 0, quelque chose de négatif. Alright? Mais ceci est peu probable et nous l'avions déjà dit, parce que ceci est dû au fait que la droite sous-estime en fait la réalité. Parce que nous voyons que la réalité, elle est là quand x égale à 0, ou bien quand x est proche de 0, les données sont presque nulles. De même, là, nous avons en fait une pente qui nous donne en fait une valeur P qui semble être raisonnable ou bien qui a une signification statistique, parce qu'on peut le voir aussi dans le résumé. La pente égale à 10, mais quand vous voyez en fait le p-value ou bien la valeur P, c'est quelque chose de presque nul. Et cela nous dit qu'en fait que la pente a une signification statistique. Mais nous le savons, ces valeurs-là peuvent ne pas être fiables. Ok? On ne peut pas se fier aux inférences statistiques en fait de ce modèle-là, dû au fait que on a un défaut de linéarité. Ainsi, nous voyons bien que la signification statistique n'est pas toujours similaire à la signification pratique. La signification statistique est simplement une indication basée sur un certain niveau. Mais ce qui importe le plus, c'est la signification pratique, c'est-à-dire ce qui est réel donc, dans le monde physique. Donc, c'est aux analystes de déterminer la signification statistique, mais c'est le rôle des experts de déterminer la signification pratique. Donc, pour conclure, en résumé, nous dirons que la régression linéaire simple est un outil précieux pour analyser et modéliser les relations entre variables, mais son efficacité repose sur le respect d'hypothèses fondamentales. Donc, tester la justesse de la linéarité et vérifier la validité des hypothèses du modèle sont des étapes essentielles pour garantir la pertinence des résultats et éviter des erreurs dans nos inférences statistiques. Donc, grâce à cette playlist, vous serez équipé pour appliquer cette méthode de régression linéaire simple de manière rigoureuse et tirer des conclusions solides à partir de vos données. Une analyse des données, c'est pas seulement programmer. C'est programmer, c'est écrire des rapports, c'est aussi pouvoir interpréter correctement la signification statistique et la signification pratique, n'est-ce pas? Donc, continuons à explorer ensemble les subtilités de l'analyse des données avec savoir-faire digital. Merci et à la prochaine.